1 million d'hommes. La poussière que soulèvent leurs pas obscurcit l'horizon comme une tempête de sable, dévorant la lumière. Darius III, roi des rois, empereur du plus vaste empire que le monde ait connu, observe depuis son char de guerre tandis que son armée se déploie dans la plaine de Gaugamel. Face à lui, à seulement quelques kilomètres de distance, 40 000 Macédoniens. Une poignée de guerriers menée par un jeune homme de 25 ans qui a conquis la moitié du monde, connu en seulement 4 ans. Son nom résonne comme un coup de tonnerre, Alexandre de Macédoine. Ce n'est pas un combat ordinaire, c'est le duel final entre deux visions du pouvoir. Darius représente l'ordre ancien, la tradition séculaire, la richesse infinie de la Perse. Alexandre incarne l'ambition sauvage, la vitesse implacable, la soif insatiable de gloire. L'un d'eux sortira de cette plaine en seigneur du monde, l'autre sera dévoré par l'histoire. La question n'est pas seulement de savoir qui gagnera. La question est: comment une armée si petite peut-elle affronter une force aussi écrasante? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé 3 ans plus tôt. Alexandre a traversé l'Hellespont avec son armée en l'an 334 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas une invasion ordinaire, c'était une déclaration de guerre personnelle. Son père, Philippe II, avait rêvé de conquérir la Perse, mais il fut assassiné avant de pouvoir le faire. Maintenant, le fils achèverait ce que le père avait commencé, mais il y avait quelque chose de plus profond. Alexandre se croyait descendant d'Achille. Il voyait sa vie comme une épopée vivante. Et la Perse était sa Troie. La première bataille arriva vite. Au fleuve Granique, Alexandre chargea personnellement contre le centre perse. Il faillit mourir à ce moment-là. Un sabre perse brisa son casque. Un autre coup allait droit à sa tête quand Clitos le Noir, son garde du corps, trancha le bras de l'assaillant. Ce jour-là, Alexandre comprit quelque chose de crucial. Darius ne serait pas au Granique. L'empereur perse le sous-estimait. Il croyait que ses satrapes locaux pourraient arrêter cet enfant macédonien. Ce fut une erreur fatale. Après le Granique, Alexandre ravagea la côte d'Asie mineure. Ville après ville tomba. Certaines résistèrent, d'autres ouvrirent leurs portes, mais toutes finirent sous contrôle macédonien. Et tandis qu'Alexandre avançait, Darius comprit enfin l'ampleur de la menace. Ce n'était pas un roi grec cherchant un tribut, c'était un conquérant absolu. Alors Darius rassembla la plus grande armée que l'Asie ait vue. 100 000 hommes, cavalerie perse, mercenaires grecs, chars à faux avec des lames sur les roues conçues pour déchirer les phalanges. Ils se rencontrèrent à Issos, une plaine étroite entre montagnes et mers. Darius pensait que le terrain limiterait la mobilité macédonienne. Il avait tort. Alexandre attaqua en diagonale, brisa le flanc perse et fit alors quelque chose que personne n'attendait. Il chargea directement vers le char de Darius. Il ne cherchait pas à détruire l'armée perse, il cherchait à tuer le roi. La tactique était simple et brutale. Si Darius mourait, la Perse s'effondrait. La charge fut apocalyptique. Les compagnons, la cavalerie d'élite macédonienne, traversèrent les lignes perses comme une lance de fer. Darius vit Alexandre approcher, vit la folie dans ses yeux, et pour la première fois de sa vie, le roi des rois ressentit une terreur pure. Il ordonna la retraite, abandonna son armée, abandonna sa famille, s'enfuit sur son char, pendant que ses hommes mouraient en couvrant ses arrières. Alexandre captura la mère de Darius, sa femme, ses filles, mais Darius s'échappa. Et ce fut sa deuxième humiliation. La première fut de perdre la bataille. La seconde fut que le monde entier sut qu'il avait fui. Après Issos, Alexandre tourna vers le sud. Il ne poursuivit pas Darius. À la place, il conquit la Phénicie. Il assiégea Tyr pendant 7 mois. La ville était imprenable, construite sur une île. Alexandre construisit un pont de pierre et de bois depuis la côte. Les Tyriens se moquèrent jusqu'à ce que le pont atteigne leurs murailles. Quand Tyr tomba, Alexandre crucifia 2000 défenseurs et vendit comme esclaves 30 000 habitants. C'était un message. Personne ne pouvait se cacher de lui. Puis vint l'Égypte. Le satrape perse se rendit sans combattre.
Les Égyptiens reçurent Alexandre comme un libérateur. Ils le proclamèrent pharaon. Il fonda Alexandrie, la ville qui porterait son nom à travers les siècles. Mais pendant qu'il construisait sa ville, Darius était à Babylone, rassemblant une autre armée. Cette fois, il ne commettrait pas les mêmes erreurs. Il choisit le champ de bataille personnellement. Une plaine immense près de Gogamel, sans montagne, sans rivière, espace infini pour sa cavalerie et ses chars. Il fit même niveler le terrain pour que les chars puissent rouler sans obstacle. Darius convoqua toutes les satrapies de l'Empire, de l'Inde à l'Anatolie. Bactriens, Scythes, Arméniens, Cappadociens. Il amena 200 chars à faux, amena 15 éléphants de guerre et cette fois, il ne fuirait pas. Il planterait son char au centre de l'armée et se battrait jusqu'à la mort ou la victoire. C'était son moment de rédemption, le moment de prouver qu'Issos avait été un accident, que le véritable pouvoir était toujours en Perse, que cet enfant macédonien connaîtrait enfin la terreur. Alexandre reçut les rapports de ses éclaireurs. 1 million d'hommes, peut-être moins, peut-être plus. Les nombres exacts n'importaient pas. Ce qui importait était la proportion. 40 000 Macédoniens contre un océan de Perses. Ses généraux les plus vétérans, des hommes qui avaient combattu avec son père Philippe, le supplièrent d'attaquer de nuit. Une incursion surprise égorger les sentinelles, semer le chaos était le seul avantage qu'ils avaient. Mais Alexandre refusa. Il dit quelque chose que ces hommes n'oublieraient jamais. Il ne volerait pas sa victoire. Il se battrait en plein jour. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du pur calcul. Alexandre savait que Darius attendait une attaque nocturne. Les Perses avaient passé la nuit éveillés, armés, surveillant chaque ombre. Ils étaient épuisés, paranoïaques. Pendant ce temps, Alexandre dormit. Il dormit si profondément que Parménion, son commandant en second, dut le réveiller. À l'aube, les soldats le virent sortir de sa tente détendu, presque souriant. Ce geste psychologique valait plus que 1000 discours. Le roi dormait tranquille. La bataille était déjà gagnée. C'était un mensonge, mais un mensonge convaincant. La nuit précédente, Alexandre était monté sur une colline et avait observé le camp perse. Les feux s'étendaient à perte de vue. Ils ressemblaient à des étoiles tombées du ciel. Tout homme sensé aurait ressenti de la peur. Mais Alexandre ne voyait pas une armée. Il voyait un organisme fragile, trop grand, trop lent, dépendant de sa tête. Si l'on coupait la tête, le corps s'effondrait. Et la tête était Darius. Tout son plan de bataille se réduisait à une seule obsession, atteindre le roi des rois et l'obliger à fuir encore une fois. Mais il y avait un problème. Darius le savait. Après Issos, l'empereur perse avait étudié les tactiques macédoniennes. Il savait qu'Alexandre chargerait vers le centre, alors il conçut sa formation spécifiquement pour l'arrêter. Le centre était une muraille impénétrable, infanterie lourde, mercenaires grecs avec de longues sarissses, et derrière eux, les immortels perses, élite de l'élite, 10 000 guerriers qui n'avaient jamais connu la défaite. Darius serait là, protégé par des couches et des couches d'acier humain. Pour l'atteindre, Alexandre devrait traverser un abattoir. Les flancs étaient tout aussi mortels. À la gauche perse la cavalerie bactrienne, cavaliers nomades des steppes nés sur des chevaux. Ils étaient rapides, brutaux, experts pour encercler et détruire. À la droite perse, plus de cavalerie et devant toute l'armée, les chars à faux. 200 chars avec des lames tranchantes tournant sur leurs roues. Leur but était simple, détruire la formation macédonienne avant qu'elle ne puisse s'organiser, transformer les hommes en chair hachée. C'était un piège parfait. Darius avait transformé la plaine de Gogamel en une guillotine géante. L'aube arriva, 1er octobre de l'an 331 avant Jésus-Christ. L'air était immobile. Il n'y avait pas de vent, seulement la chaleur croissante du désert mésopotamien. Les Macédoniens formèrent, en silence, la phalange au centre. 18 000 hommes avec des sarisses de 6 mètres pointant vers le ciel. À droite, Alexandre avec ses compagnons.
2000 cavaliers en armure complète. À gauche, Parménion avec la cavalerie thessalienne. Et à l'arrière-garde, troupes légères, archers, frondeurs, javeliniers. C'était tout ce qu'ils avaient. Alexandre chevaucha devant ces lignes. Il ne cria pas de discours inspirant. Ce n'était pas nécessaire. Ces hommes l'avaient suivi à travers déserts et montagnes. Ils l'avaient vu se battre en première ligne. Ils l'avaient vu saigner. Ils avaient plus confiance en lui qu'en les dieux. Il dit seulement une chose. Aujourd'hui, nous finirions ce que nous avons commencé au Granique. Aujourd'hui, la Perse tomberait, et chaque homme qui survivrait serait plus riche qu'il n'avait jamais rêvé. C'était une promesse simple. Or et gloire fonctionnaient. Darius chevaucha aussi devant son armée, mais son message était différent. Il leur rappela qu'ils se battaient pour leur foyer, que s'ils perdaient, les Macédoniens violeraient leurs femmes et réduiraient en esclavage leurs enfants. Qu'Alexandre n'était pas un libérateur, mais un démon assoiffé de sang. C'était une propagande efficace, mais il y avait une faille dans son discours. Darius avait fui à Issos. Ces hommes le savaient, et peu importe combien il essayait d'effacer ce souvenir avec des mots, le doute persistait. S'ils fuyaient à nouveau, ils mourraient tous. Les deux armées se regardèrent à travers la plaine. 500 mètres de terre stérile les séparaient. Personne ne bougeait. Le silence était surnaturel. 1700 ans plus tard, les soldats de Napoléon décriraient la même sensation avant Austerlitz, le moment juste avant que l'enfer ne se déchaîne, quand chaque homme sait que dans quelques minutes, il sera mort ou transformé, que rien ne sera plus jamais pareil. À Gaugamel, ce moment s'étira comme une éternité comprimée en secondes. Alors, Darius leva son bras. Les tambours perses commencèrent à résonner. Un son grave qui faisait vibrer la poitrine. Les chars à faux avancèrent en premier. 200 machines de mort roulant vers la phalange macédonienne. Les lames tournaient, reflétaient le soleil, ressemblaient aux dents d'un dieu mécanique. Les soldats macédoniens virent venir leurs morts. Certains fermèrent les yeux. D'autres serrèrent leurs lances jusqu'à ce que leurs articulations blanchissent. La distance se réduisait. 100 mètres, 50 mètres. Le sol tremblait. Les archers macédoniens tirèrent. Ils ne visèrent pas les conducteurs, ils visèrent les chevaux. Des centaines de flèches obscurcirent le ciel pendant une seconde avant de tomber comme une pluie de fer. Les chevaux s'effondrèrent, certains chars se renversèrent, d'autres continuèrent d'avancer hors de contrôle, traînant leurs conducteurs morts. Mais la majorité arriva aux lignes macédoniennes et alors il se produisit quelque chose que Darius n'avait jamais anticipé. La phalange s'ouvrit, couloir préétabli. Les chars passèrent entre les vides sans toucher personne. Ils sortirent par l'arrière-garde et là, les attendèrent les troupes légères qui les mirent en pièces. C'était le premier piège d'Alexandre. Darius avait tout parié sur le fait que les chars briseraient la formation, qu'ils créeraient des brèches où sa cavalerie pourrait pénétrer. Mais en 30 secondes, 200 chars devinrent de la ferraille fumante et la phalange restait intacte. Les Perses observèrent avec horreur. Ils avaient perdu leur arme. Maîtresse, sans causer une seule perte. Darius sentit le premier goût de la défaite dans sa bouche, mais il était trop tard pour reculer. Il ordonna l'attaque générale. Toute l'armée perse commença à bouger comme une avalanche humaine. La cavalerie bactrienne chargea contre le flanc gauche macédonien. Parménion les reçut avec la cavalerie thessalienne. Le choc fut apocalyptique, métal contre métal, cris, sang. Les Bactriens étaient supérieurs en nombre, 3 contre 1. Ils commencèrent à envelopper les Thessaliens. Parménion sentit son flanc s'effondrer. Il envoya un messager urgent à Alexandre. Il avait besoin de renforts, ou la gauche tomberait. Et si la gauche tombait, toute l'armée serait encerclée. Ce serait un massacre. Le messager galopa à travers le champ de bataille, esquivant cadavres et lances. Mais Alexandre n'attendit pas le message. Il était déjà en mouvement. Il avait ordonné à toute sa ligne d'avancer en diagonale, pas vers l'avant, vers la droite. C'était une manœuvre suicidaire en apparence. Les Perses avaient la supériorité numérique. Se déplacer latéralement exposait le flanc macédonien. Darius vit la manœuvre et sourit. Il pensa qu'Alexandre fuyait, qu'il essayait d'éviter le combat direct.
Il ordonna à sa cavalerie droite de poursuivre les Macédoniens, d'étendre sa ligne pour maintenir le contact. Ce fut son erreur fatale. Alexandre les tirait comme un ressort. La ligne perse s'étendit, s'amincit, et alors apparut une brèche, un vide entre la cavalerie perse et le centre d'infanterie. Seulement 50 mètres, mais suffisant. Alexandre le vit comme un aigle voit une souris depuis le ciel. Il fit tourner ses compagnons en angle aigu. Il forma un coin, lui à la pointe, et chargea directement vers ce vide. C'était le moment qu'il avait attendu toute la bataille, toute sa vie, l'opportunité d'atteindre Darius et de finir cela une fois pour toutes. Les compagnons traversèrent le vide comme un poignard chaud traverse du beurre. 2000 cavaliers, en formation parfaite. Leurs lances longues atteignaient les Perses avant qu'ils ne puissent réagir. Alexandre était devant, toujours devant. Son casque aux plumes blanches était inconfondible. Les Perses essayèrent de fermer la brèche. Trop tard. Les Macédoniens étaient déjà à l'intérieur. Ils tournèrent vers le centre, vers où se trouvait le char doré de Darius. Les immortels Perses formèrent un mur humain. 10 000 hommes prêts à mourir pour leur empereur. Alexandre ne réduisit pas la vitesse. Il impacta contre eux comme un marteau contre une enclume. La bataille devint une boucherie pure. Les compagnons détruisaient les immortels, mais ceux-ci ne fuyaient pas. Ils mouraient debout. Chaque mètre coûtait du sang. Alexandre reçut un coup à la cuisse. Le sang trempa sa tunique. Il ne s'arrêta pas. Il tua l'homme qu'il avait blessé. Il continua d'avancer. Ses compagnons le suivaient avec une dévotion suicidaire. Ils savaient que si Alexandre mourait, ils mourraient tous. Alors, ils se battaient comme des démons et lentement, mètre par mètre, ils se frayaient un chemin vers le char doré. Darius pouvait voir Alexandre approcher, pouvait voir le sang sur son visage. Les yeux des deux hommes se rencontrèrent à travers le chaos. 50 mètres les séparaient, puis 40, puis 30. Darius ressentit la même paralysie qu'Aïssos, la même terreur primitive. Ce jeune homme n'était pas humain, c'était une force de la nature, un ouragan sous forme d'homme. Les derniers immortels tombèrent. 20 mètres. Darius prit les rênes de son char. Son conducteur était déjà mort. Une flèche lui traversait le cou. 10 mètres. Alexandre leva sa lance. Il visa directement la poitrine de Darius. C'était le moment. Le roi des rois allait mourir. Mais alors Darius fit quelque chose d'inattendu. Il ne fuit pas. Il fit tourner son char non pour s'échapper mais pour percuter. Il chargea directement contre Alexandre. C'était un acte de désespoir ou de courage. Peut-être les deux. Les chevaux du char heurtèrent le cheval d'Alexandre. Bucéphale, sa monture légendaire, vacilla. Alexandre perdit l'équilibre pendant 1 seconde. Darius en profita, fouetta ses chevaux. Le char passa en frôlant Alexandre et sortit vers l'arrière-garde. Les Perses qui virent cela pensèrent que leur roi manœuvrait, qu'il exécutait quelques tactiques brillantes, mais ceux qui étaient proches savaient la vérité. Darius fuyait encore. Il abandonnait son armée au milieu de la bataille. Les généraux perses virent le char, s'éloigner. Ils virent Alexandre le poursuivre et à ce moment quelque chose se brisa. Ce n'était pas seulement la ligne de bataille, c'était la volonté collective. Si le roi des rois fuyait, pourquoi devrait-il mourir? La retraite commença comme un murmure, puis comme un bourdonnement, ensuite comme un cri et finalement comme une débandade. 1000 hommes fuyant, 10 000, 100 000. L'armée la plus grande du monde se désintégra en quelques minutes. Parménion luttait encore sur le flanc gauche. Il ne savait pas que Darius avait fui. Il ne savait pas que le centre perse s'était effondré. Il savait seulement qu'il était encerclé. La cavalerie bactrienne était en train de le détruire. Ses Thessaliens mouraient par douzaines. Il envoya un autre messager à Alexandre. Celui-ci était plus désespéré. Si des renforts immédiats n'arrivaient pas, le flanc gauche serait anéanti. Le messager trouva Alexandre au milieu de la poursuite de Darius. Il lui cria le message. Alexandre regarda vers l'avant. Darius était à 300 mètres. Il pouvait l'atteindre, pouvait le tuer, finir la guerre, la même. Mais si Parménion tombait, son armée resterait coupée en deux. Il perdrait des milliers d'hommes,
Peut-être perdrait-il la bataille malgré avoir brisé le centre perse. C'était une décision impossible, gloire personnelle ou survie tactique. Alexandre jura, fit tourner ses compagnons, abandonna la poursuite de Darius, galopa de retour vers le flanc gauche. Ce fut la décision la plus difficile de sa vie et probablement la plus intelligente. Darius disparut dans un nuage de poussière, libre encore, humilié encore, mais vivant. Alexandre finirait par regretter cela. Les compagnons arrivèrent au flanc gauche comme la foudre. La cavalerie bactrienne ne les vit pas venir. Ils étaient concentrés à détruire Parménion. Alexandre les frappa par l'arrière. Ce fut comme une masse tombant sur du verre. Les Bactriens se fragmentèrent. Certains essayèrent de tourner pour faire face à cette nouvelle menace. D'autres fuirent immédiatement. La majorité resta piégée entre les Thessaliens et les compagnons. Ce fut un massacre. En 15 minutes, la cavalerie bactrienne cessa d'exister comme force de combat. Le flanc gauche était sécurisé. La bataille était finie. Mais le massacre commençait à peine. Les Perses fuyaient dans toutes les directions. Il n'y avait pas d'ordre, pas de discipline, seulement une terreur animale. Les Macédoniens les poursuivaient comme des loups poursuivent des brebis. Ils ne faisaient pas de prisonniers. Il n'y avait pas le temps. Chaque homme qui s'échappait pourrait se réorganiser demain. Alors ils les tuaient là où ils les rattrapaient. Les plaines de Gaugamel devinrent un cimetière qui s'étendait sur des kilomètres. Les rivières proches se teignirent de rouge. Littéralement, les cadavres bloquaient le flux de l'eau. C'était une apocalypse. Les soldats d'Alexandre piétinaient des corps en poursuivant d'autres victimes. Certains groupes perses essayèrent de résister. Ils formèrent des cercles défensifs, boucliers vers l'extérieur, lances pointant dans toutes les directions. Les Macédoniens les encerclaient et les anéantissaient méthodiquement. Flèches d'abord, puis charges de cavalerie, puis infanterie pour achever les survivants. C'était efficace, c'était brutal et c'était nécessaire du point de vue macédonien. 40 000 hommes avaient vaincu 1 million, mais 1 million d'ennemis dispersés restaient dangereux. Ils avaient besoin de s'assurer qu'ils ne pourraient pas se regrouper. Ils avaient besoin de briser non seulement l'armée perse, mais son esprit. Et ils y parvinrent. À la tombée de la nuit, le champ de bataille était méconnaissable. Il ne restait pas d'herbe, seulement du sang séché et des cadavres. Les estimations varient, mais les historiens anciens parlent de 40 000 morts perses. C'est probablement une exagération, mais même s'ils étaient 20 000, c'était une catastrophe sans précédent. Les Macédoniens perdirent moins de 2 000 hommes. La proportion était obscène. 10 Perses morts pour chaque Macédonien était le genre de victoire qui définit les époques, qui change la direction de la civilisation. Et tous le savaient. Même en nettoyant leurs armes, les soldats macédoniens comprenaient qu'ils avaient participé à quelque chose d'historique. Alexandre ne célébra pas cette nuit-là. Il était furieux. Darius s'était échappé à nouveau. Il ordonna à un escadron de compagnons de le poursuivre, de ne pas s'arrêter avant de le trouver, vivant ou mort, de préférence vivant. Alexandre voulait le regarder dans les yeux quand il lui enlèverait la couronne. Il voulait que Darius s'agenouille, qu'il reconnaisse publiquement qu'Alexandre était le nouveau seigneur de l'Asie. Sans cela, la victoire semblait incomplète. C'était comme tuer un dragon, mais perdre sa tête comme trophée. Fonctionnellement efficace, symboliquement insatisfaisant. Et Alexandre vivait pour les symboles. Les poursuivants galopèrent toute la nuit. Ils suivirent la trace de Darius vers l'est, vers les montagnes de Médie. Mais le roi des rois avait l'avantage. Il connaissait le terrain. Il avait des chevaux frais à chaque relais de poste. Les compagnons avaient des montures épuisées et blessées. Après 2 jours, ils abandonnèrent. Ils retournèrent voir Alexandre et l'informèrent que Darius avait disparu dans les hautes terres. Alexandre accepta la nouvelle avec un calme froid. Il dit quelque chose de simple. « Peu importe où il se cache, nous le trouverons. Et quand nous le ferons, il n'y aura pas de 3e fuite. » C'était une promesse, et Alexandre tenait toujours ses promesses. Pendant ce temps, les nouvelles de Gaugamel se répandirent comme le feu.
Les villes perses les plus proches ouvrirent leurs portes sans résistance. Arbel tomba en un jour. Babylone envoya des émissaires, offrant sa soumission totale. Suse fit de même. L'empire perse s'effondrait comme un bâtiment sans fondation. Chaque satrape, chaque gouverneur, chaque commandant local faisait ses propres calculs. Certains décidèrent de résister, la majorité décida de survivre. Et survivre signifiait reconnaître Alexandre comme le nouveau grand roi. C'était du pur pragmatisme. Si Darius ne pouvait pas les protéger, il chercherait protection ailleurs. Alexandre marcha vers Babylone. L'entrée fut triomphale. Les prêtres le reçurent comme un libérateur. Ils lui offrirent les trésors du temple de Marduk. Ils lui donnèrent la couronne de Babylone. Alexandre l'accepta avec une humilité calculée. Il ne se présenta pas comme un conquérant étranger, mais comme un héritier légitime, comme le suivant d'une lignée qui incluait Hammurabi et Nabuchodonosor. C'était une propagande brillante. Les Babyloniens, lassés de la domination perse, le crurent ou du moins feignirent de le croire. De toute façon, Babylone était à lui, et avec Babylone venait le contrôle de la Mésopotamie, le cœur de l'ancien monde civilisé. Depuis Babylone, Alexandre envoya des messagers à toutes les satrapies de l'Empire. Le message était simple. Il était maintenant le grand roi. Quiconque le reconnaîtrait garderait sa position et ses terres. Quiconque résisterait serait détruit sans pitié. Ce n'était pas une négociation, c'était un ultimatum. La majorité des satrapes acceptèrent, certains par conviction, d'autres par peur, quelques-uns parce qu'ils croyaient sincèrement qu'Alexandre apporterait un ordre meilleur que le Perse. Mais il y eut des exceptions, et ces exceptions paierent avec du sang. Suse tomba sans combattre. Les trésors qu'Alexandre y trouva dépassaient toute fantaisie. 50 000 talents d'or, bijoux accumulés durant 2 siècles de conquête perse, statues grecques que Xerxès avait volées d'Athènes 150 ans auparavant. Alexandre les rendit. Ce fut un geste politique parfait. Il se présentait comme vengeur de la Grèce et restaurateur de l'honneur hellénique. Mais il garda aussi la majorité de l'or. Il en avait besoin. Son armée ne luttait pas seulement pour la gloire, elle luttait pour la richesse. Et maintenant, il en avait assez pour payer chaque soldat plus qu'il ne gagnerait en 10 vies. Mais Darius restait libre, et tant qu'il vivait, c'était une menace non militaire. Il n'avait plus d'armée, mais symbolique. Tant que l'ancien roi respirait, certains Perses pourraient le considérer comme le souverain légitime. Il pourrait organiser la résistance en son nom. Alexandre avait besoin de le trouver, pas seulement pour le tuer. Il avait besoin de le capturer publiquement, faire qu'il se rende, détruire l'idée même que l'ordre perse pouvait être restauré. C'était de la psychologie politique dans sa forme la plus brute, et Alexandre la comprenait parfaitement. Les espions rapportèrent que Darius était à Ecbatane, la capitale d'été perse, dans les montagnes de Médie. Il avait rassemblé les restes de son armée, peut-être 30 000 hommes. Ce n'était pas assez pour affronter Alexandre en bataille, mais c'était assez pour fuir plus, à l'est, vers la Bactriane, vers les frontières de l'Empire, où le pouvoir macédonien s'amincissait. Alexandre comprit le plan. Darius tenterait une guerre d'usure, se retirer indéfiniment, obliger les Macédoniens à le poursuivre à travers des milliers de kilomètres de désert et de montagnes. Espérer que l'armée d'Alexandre se fragmente par l'épuisement. C'était une stratégie intelligente. Mais Alexandre ne lui en laisserait pas le temps. Il laissa la moitié de son armée sécuriser les villes et conquises. Il ne prit que ses meilleures troupes, 20 000 hommes. Il marcha vers Ecbatane à marche forcée. Ils couvrirent 300 kilomètres en moins de 2 semaines. Les soldats s'effondraient d'épuisement. Alexandre les obligeait à se lever. Il leur rappelait l'or qui les attendait. Il leur rappelait que chaque jour où Darius respirait était un jour de plus de guerre. Cela fonctionna. Ils arrivèrent à Ecbatane plus tôt que Darius ne l'attendait, mais ils arrivèrent tard. Le roi perse avait fui 3 jours. Plus tôt, Alexandre entra dans Ecbatane, pilla les palais, trouva plus de trésors, mais pas Darius. La frustration le consumait. Il avait vaincu l'armée la plus grande du monde. Il avait conquis l'empire le plus riche de l'histoire.
Mais l'homme qui symbolisait tout cela continuait de s'échapper comme une ombre. Alexandre réunit ses généraux, leur dit que la poursuite continuerait, qu'il suivrait Darius jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Certains généraux protestèrent. Leurs hommes étaient épuisés. Les lignes de ravitaillement s'étiraient dangereusement. Alexandre les fit taire d'un regard. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. La poursuite reprit cette fois vers l'est, à travers le désert de Dasht-et-Kavir, un enfer de sable et de chaleur. Les hommes marchaient de nuit et dormaient de jour sous des toiles. L'eau était plus précieuse que l'or. Certains soldats moururent de soif, d'autres désertèrent. Mais la majorité continua parce qu'Alexandre continuait. Et si leurs rois pouvaient supporter le désert, eux aussi, c'était le leadership par l'exemple, la forme la plus efficace et la plus coûteuse. Alexandre souffrait autant que n'importe lequel de ses hommes, peut-être plus, mais il ne le montrait jamais. Après des semaines de poursuite, les éclaireurs apportèrent des nouvelles. Ils avaient trouvé la trace de Darius. Il allait vers le nord, vers les satrapies orientales. Mais quelque chose n'allait pas. L'armée perse bougeait lentement, trop lentement, comme si quelque chose la retardait. Alexandre ordonna d'augmenter le rythme, laissa derrière l'infanterie lourde, prit seulement la cavalerie, 5000 cavaliers, et galopa jour et nuit. C'était un pari. Si Darius avait une armée organisée, 5000 cavaliers seraient anéantis. Mais Alexandre pariait que l'armée perse s'effondrait, et il avait raison. Ils les rattrapèrent sur un chemin poussiéreux, près d'un village appelé Hécatompilos. Mais ils ne trouvèrent pas une armée. Ils trouvèrent un camp dans le chaos. Les généraux perses avaient arrêté Darius, l'avaient enchaîné, prévoyaient de le livrer à Alexandre en échange de clémence, ou de le tuer et fuir vers l'est. Ils n'avaient pas encore décidé. Quand ils virent la poussière de la cavalerie macédonienne approcher, ils paniquèrent. Ils prirent une décision finale. S'ils ne pouvaient pas utiliser Darius comme monnaie d'échange, au moins ils refuseraient à Alexandre le plaisir de le capturer vivant. Ils chargèrent le roi enchaîné dans un char et fuirent. Alexandre vit le char s'éloigner, éperonna Bucéphale, galopa plus vite que jamais. Ses compagnons le suivaient, mais le char était léger. Les chevaux perses étaient frais. La distance ne se réduisait pas. Les généraux perses regardèrent en arrière. Ils virent Alexandre approcher. Ils savaient qu'il n'échapperait pas. Alors, ils firent la dernière chose qu'ils pouvaient faire. Ils plantèrent leurs lances dans le corps de Darius. 1, 2, 3 fois. Ils laissèrent le char sur le chemin et fuirent dans des directions séparées. Alexandre arriva quelques minutes plus tard. Il trouva Darius se vidant de son sang dans la poussière, le roi des rois, l'empereur du plus grand empire du monde, mourant seul comme un chien. Alexandre descendit de cheval, marcha vers le char. Darius respirait encore. Des bulles de sang sortaient de sa bouche à chaque expiration. Ses yeux trouvèrent Alexandre. Il n'y avait pas de haine en eux, seulement de la résignation, peut-être du soulagement. 3 ans de fuite, 3 défaites, 2 trahisons. D'abord, ses généraux l'avaient abandonné, maintenant ils l'avaient assassiné. Darius essaya de parler. Alexandre s'agenouilla près de lui. Il approcha son oreille des lèvres du mourant. Les mots étaient à peine un murmure. Darius lui demandait quelque chose, pas la vengeance, pas la pitié pour sa famille. Il lui demandait de poursuivre les traîtres qui l'avaient tué. C'était ironique. L'homme qui avait détruit l'empire de Darius recevait maintenant son dernier ordre comme s'il était un sujet loyal. Alexandre acquiesça. Il promit que les traîtres mourraient. Darius ferma les yeux, expira. Le roi des rois était mort dans les bras de son ennemi. Alexandre resta là pendant 1 minute complète en silence. Ses compagnons l'observaient sans oser l'interrompre. Finalement, Alexandre se leva. Il ordonna que le corps de Darius soit traité avec tous les honneurs, qu'on l'embaume, qu'on l'emmène à Persépolis et qu'on l'enterre dans les tombes royales auprès de ses ancêtres. C'était du respect authentique ou du théâtre politique magistral, probablement les deux. Les généraux perses qui avaient assassiné Darius fuirent vers la Bactriane. Ils croyaient que l'assassinat leur donnerait l'avantage, qu'Alexandre les récompenserait pour avoir résolu son problème. Ils avaient tort.
Alexandre les poursuivit avec une furie systématique, non parce qu'il aimait Darius, mais parce que le régicide était intolérable. S'il laissait ses hommes vivre, il établissait un précédent. Tout gouverneur pourrait assassiner son roi et espérer la clémence du conquérant. Cela détruirait l'ordre. Alors Alexandre fit de la capture des traîtres une priorité absolue. Il les poursuivrait jusqu'aux montagnes du bout du monde s'il le fallait. Bessos fut le premier à tomber, le satrape de Bactriane, l'homme qui avait planté la première lance dans Darius. Les Macédoniens le trouvèrent caché dans un village de montagne. Ils le traînèrent devant Alexandre, enchaîné. Il n'y eut pas de procès, pas de parole. Alexandre ordonna son exécution immédiate, mais pas une exécution ordinaire. Ils l'attachèrent entre deux arbres pliés. Quand ils lâchèrent les arbres, ceux-ci se redressèrent violemment. Le corps de Bessos se fendit en deux. C'était un châtiment perse traditionnel pour les régicides. Alexandre envoyait un message. Il était maintenant le véritable héritier de la Perse. Il défendait ses lois, punissait ses crimes. Les autres généraux traîtres furent capturés un par un. Certains moururent en combattant, d'autres furent exécutés publiquement. Alexandre s'assura que chaque exécution soit vue par des nobles perses. Il voulait qu'ils voient qu'il protégeait l'honneur de la Perse mieux que les Perses eux-mêmes. C'était une propagande sophistiquée. Elle transformait une conquête militaire en une restauration légitime. Les Perses qui avaient résisté le voyaient maintenant différemment, non comme un envahisseur grec, mais comme un justicier, qui vengeait son roi assassiné. C'était un mensonge, mais un mensonge utile. Et en politique, la vérité utile surpasse la vérité objective. Avec Darius mort et ses assassins exécutés, Alexandre était indiscutablement le grand roi de Perse, mais le titre ne signifiait rien s'il ne pouvait pas maintenir l'Empire. Et l'Empire était immense, il s'étendait de l'Égypte à l'Inde, des douzaines de peuples, des centaines de langues, des milliers de coutumes différentes. Le gouverner exigeait plus que la force militaire, cela exigeait administration, diplomatie, compromis. Alexandre comprenait cela mieux que tout conquérant avant lui. Il n'essaya pas d'helléniser la Perse par la force. Au contraire, il adopta des coutumes perses, porta des vêtements perses, épousa des femmes perses de la noblesse. Ses généraux macédoniens détestaient cela. Ils voyaient les coutumes perses comme barbares. Ils voyaient le mariage avec des Perses comme une trahison du sang grec. Mais Alexandre ne leur laissait pas le choix. Il ordonna que ses officiers épousent aussi des femmes perses, qu'ils apprennent la langue, qu'ils respectent les traditions locales. C'était de l'ingénierie sociale à grande échelle. Il essayait de créer une nouvelle élite gréco-perse qui gouvernerait l'empire fusionné. C'était visionnaire, c'était pratique, et cela généra un ressentiment profond parmi ses propres hommes. Ressentiment qui aurait éventuellement des conséquences mortelles, mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, Alexandre consolidait sa conquête. Il reconstruisit des villes détruites par les guerres, fonda de nouvelles villes avec son nom, Alexandrie d'Ari, Alexandrie d'Arachosie, Alexandrie échattée aux frontières de la Sogdiane. Chaque ville était un poste militaire et un centre commercial, peuplé de vétérans macédoniens et de colons locaux. C'était un réseau de contrôle qui s'étendait comme une toile d'araignée sur l'Empire. Partout où l'on allait, on trouvait la présence macédonienne. Soldats, administrateurs, commerçants, l'occupation devenait institutionnelle, permanente. À Persépolis, Alexandre fit quelque chose qui tacha son héritage. Il brûla le palais. Les raisons exactes sont débattues. Certains disent que c'était une vengeance pour la destruction d'Athènes, 150 ans auparavant. D'autres disent que c'était un accident pendant une fête d'ivrogne. D'autres que c'était une déclaration politique. Le vieil ordre perse était mort. Quelle que fût la raison, le résultat fut catastrophique. Le palais le plus magnifique du monde antique brûla pendant des jours. Des colonnes de fumée visibles à 100 kilomètres, des siècles d'art et d'architecture transformés en cendres. C'était une destruction inutile, et Alexandre le regretta probablement après. Mais le mal était fait.
Persépolis en ruine symbolisait quelque chose de plus grand, la fin d'un monde. L'ordre achéménide qui avait duré 200 ans s'était évaporé en 3. Un empire construit par Cyrus le Grand, étendu par Darius Ier, consolidé par Xerxès, tout détruit par un jeune Macédonien qui n'était même pas né quand l'empire était à son apogée. Le genre de changement historique qui arrive seulement tous les 1000 ans, la fin d'une ère, la naissance d'une autre. Et ceux qui vivaient à ce moment-là le savaient, ils sentaient le monde se transformer sous leurs pieds. Alexandre contrôlait maintenant un territoire de la Grèce à l'Afghanistan, mais il n'était pas satisfait. Il regardait vers l'Est, vers l'Inde, vers des terres qu'aucun Grec n'avait conquises, où, selon les rumeurs, existaient des royaumes si riches que la Perse semblait pauvre en comparaison, où des éléphants géants piétinaient des armées entières, où les montagnes touchaient le ciel. Alexandre voulait le voir, voulait le conquérir, voulait aller jusqu'au bout du monde, et personne ne pourrait l'arrêter, ou du moins le croyait-il. Mais même les dieux ont des limites, et Alexandre était sur le point de découvrir les siennes. La marche vers l'Inde commença en l'an 327 avant Jésus-Christ. Alexandre traversa l'Hindoukouche, des montagnes si hautes que l'air était rare et que chaque respiration brûlait les poumons. La neige couvrait les cols même en été. Les hommes marchaient en file indienne. Un faux pas signifiait tomber de 1000 mètres vers une mort qui ne finirait jamais d'arriver. Ils perdirent plus de soldats dans ces montagnes que dans certaines batailles. Pas par le combat, par la congélation, par l'épuisement, par des avalanches qui enterraient des escadrons entiers en quelques secondes. Mais Alexandre continuait d'avancer. De l'autre côté des montagnes, ils trouvèrent un monde complètement différent. Des vallées vertes, des rivières abondantes, des villes fortifiées qui n'avaient jamais vu un Grec. Les rois locaux ne savaient pas qui était Alexandre. Ils se fichaient de la Perse. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces étrangers armés traversaient leurs terres. Certains offrirent l'amitié. Alexandre l'accepta et suivit son chemin. D'autres offrirent de la résistance. Alexandre les détruisit avec une efficacité mécanique. Chaque ville qui tombait envoyait un message aux suivantes. Se rendre, c'était vivre. Résister, c'était mourir. Le message fut entendu. Ils arrivèrent au fleuve Indus, la limite traditionnelle du monde connu pour les Grecs. Alexandre le traversa sans hésiter. Sur l'autre rive, un roi indien nommé Poros attendait avec son armée. 30 000 soldats, 300 chars et 200 éléphants de guerre, des bêtes énormes, avec des défenses acérées et des tours en bois sur leur dos où des archers tiraient des flèches. Les Macédoniens n'avaient jamais affronté d'éléphants en nombre significatif. Les chevaux terrorisés refusaient de s'approcher. Les soldats reculaient instinctivement. Poros sourit. Il croyait que ces étrangers fuiraient à la simple vue de son armée. Alexandre étudia le champ de bataille. Le fleuve Indus derrière, l'armée de Poros devant, terrain boueux par les pluies de mousson. Les éléphants étaient le problème. Ils pouvaient détruire la phalange, pouvaient piétiner la cavalerie. Il devait les neutraliser avant qu'ils n'atteignent ces lignes. Il ordonna à ses archers de viser les conducteurs, à ses lanceurs de javelots d'attaquer les pattes des éléphants et conçut une nouvelle tactique. Quand les éléphants chargeraient, la phalange s'ouvrirait, laisserait passer les bêtes et l'infanterie légère les attaquerait par les flancs et l'arrière. C'était risqué, mais c'était la seule option. La bataille commença avec une tempête, une pluie torrentielle qui transformait le sol en marécage. Les éléphants avancèrent. La terre tremblait à chaque pas. Les Macédoniens maintinrent leur position. Ils ne fuirent pas. Les archers tirèrent. Les conducteurs tombèrent. Certains éléphants continuèrent d'avancer sans contrôle. D'autres s'arrêtèrent confus. Et quand ils atteignirent la phalange, celle-ci s'ouvrit comme elle l'avait pratiqué. Les éléphants passèrent entre les vides. Les soldats, d'infanterie légère, les attaquèrent avec des haches et des épées. Ils coupaient les tendons de leurs pattes, leur plantaient des lances dans le ventre. C'était une boucherie. Les bêtes blessées devinrent folles. Elles piétinaient leurs propres soldats.
Poros observait avec horreur son arme maîtresse détruire sa propre armée. Il ordonna à ses éléphants de se retirer, mais c'était tard. Le chaos était total. Alexandre en profita, lança sa cavalerie contre les flancs indiens. La formation de Poros se fragmenta. Les soldats indiens luttèrent courageusement, mais ils étaient encerclés. Surpassés tactiquement, un par un, ils tombèrent. Poros lutta jusqu'à la fin, monté sur le plus grand éléphant, couvert de blessures. Il refusait de se rendre. Seulement quand son éléphant s'effondra, incapable de se tenir debout, Poros baissa enfin les armes. Alexandre chevaucha vers lui demanda comment il voulait être traité. Poros répondit « Comme un roi ». Alexandre sourit, lui rendit son royaume, en Sainten fit un allié. C'était le coup politique parfait. Poros gouvernait une région stratégique. Le tuer signifierait des années de rébellion. En faire un allié signifiait avoir un roi local loyal qui maintiendrait l'ordre. Alexandre comprenait qu'il ne pouvait pas gouverner l'Inde directement. C'était trop vaste, trop étranger. Il avait besoin d'intermédiaires, de rois locaux qui gouverneraient en son nom. Poros fut le premier. Il y en aurait d'autres. Le système fonctionna un temps, mais il avait une faille fondamentale. Les rois locaux n'étaient loyaux que tant qu'Alexandre était invincible. S'il montrait une seule fois de la faiblesse, il l'abandonnerait. Et Alexandre était sur le point de montrer de la faiblesse. Après la bataille contre Poros, Alexandre voulut continuer. Les rumeurs parlaient du royaume de Magadha. Dans la vallée du Gange, un empire indien aussi grand que la Perse, avec des armées de 100 000 hommes, avec 1000 éléphants. Alexandre voulait l'affronter, voulait l'ajouter à son empire. Mais quand il ordonna à son armée de marcher vers l'est, quelque chose sans précédent arriva. Ses soldats refusèrent, pas avec violence, pas avec mutinerie. Ils s'assirent simplement et dirent qu'ils ne feraient pas un pas de plus. Ils avaient marché pendant 8 ans. Ils avaient combattu dans des douzaines de batailles. Ils avaient traversé des déserts et des montagnes. Ils voulaient rentrer chez eux. Alexandre essaya de les convaincre, leur rappela les richesses qu'ils avaient gagnées. Il leur promit plus. Il leur parla de gloire éternelle, de leurs noms écrits dans l'histoire. Mais les soldats ne bougèrent pas. Pour la première fois de sa vie, Alexandre fit face à quelque chose qu'il ne pouvait vaincre par la tactique ou le courage. Il fit face à la volonté collective épuisée d'hommes qui avaient tout donné. Alexandre s'enferma dans sa tente pendant 3 jours. Il refusa de manger, de parler. Il espérait que ces hommes changeraient d'avis. Ils ne le firent pas. Finalement, il accepta la réalité. La conquête était terminée. Il marcherait de retour vers l'ouest. Le retour fut plus mortel que n'importe quelle bataille. Alexandre décida d'explorer une nouvelle route à travers le désert de Gédrosie. Personne ne savait pourquoi il choisit ce chemin. Peut-être par orgueil, peut-être par curiosité, peut-être comme punition silencieuse pour les hommes qui avaient refusé de le suivre. Le désert était un four, du sable à perte de vue, sans eau, sans végétation, sans ombre. Les soldats marchèrent de nuit, dormaient enterrés dans le sable durant le jour pour échapper à la chaleur. Mais ce n'était pas suffisant. Ils commencèrent à mourir par dizaines chaque jour, puis par centaines. L'eau s'épuisa la première semaine. Les hommes buvaient leur propre urine, tuaient les chevaux et buvaient leur sang. Certains devinrent fous, couraient vers des mirages en criant qu'ils voyaient des rivières. Ils mouraient la bouche pleine de sable. Les officiers essayaient de maintenir l'ordre, mais le désert détruisait toute hiérarchie. Un général mourait comme un simple soldat. Le soleil ne discriminait pas. Alexandre marchait avec eux. Il refusait de boire plus d'eau que le soldat moyen. Mais même son exemple n'était pas suffisant. L'armée se désintégrait. Il laissait des cadavres à chaque kilomètre, une ligne de mort qui marquait leur passage. Ils mirent 60 jours à traverser la Gédrosie. Ils entrèrent avec 30 000 hommes, sortirent avec 15 000. La moitié de l'armée était morte. Pas en combat glorieux, dans un désert vide où personne ne se souviendrait de leur nom. Ce fut la pire défaite d'Alexandre. Et il n'y avait même pas d'ennemi à blâmer, seulement sa propre décision. Ses généraux le regardaient différemment. Maintenant, il n'était plus invincible. Il était humain.
et les humains commettaient des erreurs qui coûtaient des milliers de vies. Cette fissure dans son autorité ne guérirait jamais complètement. Ils arrivèrent à Babylone en l'an 323 avant Jésus-Christ. La ville semblait un rêve après le désert. Jardins, palais, eau courante. Les soldats se baignaient dans l'Euphrate en pleurant de soulagement. Alexandre établit sa cour au palais royal. Il commença à planifier. Plus de conquêtes. Maintenant, il se concentrait sur consolider, sur administrer l'empire qu'il avait créé, sur construire des routes, des ports, des villes, sur fusionner l'Orient et l'Occident en une seule civilisation. C'était ambitieux, peut-être trop. Mais Alexandre ne pensait jamais petit. Toute sa vie avait été un exercice d'excès. Les prêtres babyloniens l'avertirent. Ils lurent des présages dans le vol des oiseaux, dans les entrailles d'animaux sacrifiés. Tous disaient la même chose. Danger mortel s'il entrait dans Babylone. Alexandre rit. Il avait défié les dieux depuis qu'il était enfant. Il ne commencerait pas à leur obéir maintenant. Il entra dans la ville triomphant. Il ignora les avertissements, et durant les premiers mois, tout semblait justifier son arrogance. Il organisa des banquets, des audiences publiques, des jeux athlétiques. Babylone prospérait sous son gouvernement, mais les présages ne mentaient pas. Ils attendaient juste leur moment. Une nuit de juin, après un banquet particulièrement long, Alexandre sentit de la fièvre. Il pensa que c'était quelque chose de mineur. Il but du vin, se coucha. Le lendemain, la fièvre empira, et le suivant, ses médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils lui donnaient des herbes, des saignées, rien ne fonctionnait. La fièvre brûlait son corps de l'intérieur. Alexandre délirait, parlait de nouvelles conquêtes, d'Arabie, de Carthage, de Germanie, des lieux qu'il ne verrait jamais. Ses généraux se réunissaient hors de sa chambre en chuchotant. Certains planifiaient déjà la succession, d'autres priaient sincèrement pour son rétablissement. La majorité faisait les deux. 10 jours passèrent. Alexandre ne s'améliorait pas. Son corps se consumait. L'homme, qui avait conquis le monde connu, ne pouvait maintenant pas se lever de son lit. Ses soldats demandaient à le voir. Des milliers se réunissaient hors du palais. Alexandre ordonna qu'on les laisse entrer. Un par un, ils défilèrent devant son lit. Il ne pouvait pas parler. Il levait seulement la main faiblement, reconnaissant chaque homme. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux. Tous savaient que c'était l'adieu. Le plus grand conquérant de l'histoire mourait à 32 ans, sans héritier, clair, sans plan de succession, laissant un empire si vaste que personne ne pourrait le maintenir uni. Sur son lit de mort, ses généraux lui demandèrent à qui il laissait l'empire. Alexandre put à peine murmurer sa réponse au plus fort. Ce n'était pas une réponse, c'était une malédiction. Elle garantissait que ses généraux se battraient entre eux, que l'Empire se fragmenterait en guerre civile qui durerait des décennies. Mais peut-être était-ce approprié. Alexandre avait vécu pour la guerre. Il mourait en laissant la guerre en héritage. Il était cohérent jusqu'à la fin. Le 13 juin de l'an 323 avant Jésus-Christ, Alexandre de Macédoine cessa de respirer. L'homme qui avait vaincu Darius à Gaugamel, qui avait conquis la Perse, qui était arrivé jusqu'à l'Inde, mourut dans un lit de fièvre, comme n'importe quel mortel. Son corps fut embaumé, placé dans un sarcophage d'or. Ses généraux se battirent pour le privilège de l'escorter à sa tombe. Ptolémée le kidnappa, l'emmena en Égypte, l'enterra à Alexandrie, la ville qui portait son nom. Pendant des siècles, rois et empereurs visiteraient cette tombe. Jules César pleurerait devant elle. Auguste la toucherait avec révérence, mais finalement, elle se perdit. Personne ne sait où elle est maintenant. Le corps de l'homme le plus célèbre du monde antique disparut dans la poussière de l'histoire. Comme tout disparaît, comme tout doit disparaître, l'empire qu'Alexandre laissa se fragmenta. Immédiatement, ses généraux se le partagèrent, comme des vautours sur un cadavre. Ptolémée prit l'Égypte, Séleucos prit la Syrie et la Mésopotamie, Antigone prit l'Asie mineure, Cassandre prit la Macédoine. Ils se battirent entre eux pendant 40 ans, les guerres des Diadoques.
Ils tuèrent la femme d'Alexandre, son fils, sa mère. Ils effacèrent complètement sa lignée, mais ils ne purent effacer son héritage. Les villes qu'il fonda restèrent. La fusion culturelle qu'il commença continua. Le monde hellénistique naquit des cendres de son empire, et ce monde durerait des siècles. Gaugamel fut le moment où tout changea, où l'ordre perse tomba et l'ordre grec s'imposa, où l'Orient et l'Occident s'entrechoquèrent et fusionnèrent. Les conséquences résonnèrent pendant 1000 ans. Sans Alexandre, il n'y aurait pas eu d'empire séleucide. Sans l'empire séleucide, le bouddhisme ne serait jamais arrivé en Grèce. L'art gréco-bouddhique n'aurait jamais existé. Rome aurait conquis une Méditerranée complètement différente. Le christianisme se serait développé dans un contexte culturel distinct. Chaque événement postérieur fut façonné par ce qui se passa dans cette plaine de Mésopotamie, par la décision d'un jeune homme de 25 ans de charger contre une armée 10 fois plus grande et de gagner.